Afrique, merci d'avoir choisi TV5 Monde. À la une, les inondations en Côte d'Ivoire. Au moins 13 morts dans un glissement de terrain à Anyama, dans la banlieue nord d'Abidjan. De nombreuses personnes sont encore portées disparues. Le dossier du jour nous emmène en RDC. Retour sur le procès des 100 jours et le meurtre du juge Yanni avec Christophe Rigaud, directeur du site africarabia.com. On reviendra aussi sur le président Tshisekedi épinglé par Amnesty International et enfin la gestion de la crise du Covid. Et puis en pleine tournée mondiale, le groupe congolais Jupiter & Okwes se retrouve confiné à Paris. L'occasion pour eux de sortir un nouveau titre, Nako Zonga, en attendant le retour à Kinshasa. 13 morts, c'est le bilan provisoire des pluies diluviennes en Côte d'Ivoire, à Anyama, dans la banlieue d'Abidjan. Les recherches continuent pour retrouver d'éventuels survivants. Reportage Cléophas Mossala, récit Laure de Matos. Ils fouillent le sol, les pieds dans la boue. Certains récupèrent ce qu'ils peuvent, des ustensiles de cuisine, des vêtements. D'autres cherchent le corps d'un proche. Je suis à la recherche de mon fils de 3 ans. Qui est encore là. Il paraît qu'il se trouve, sa maman dit, elle se trouve là, avec sa maman, son grand-père. Et on les a trouvés vivants. Une vingtaine de maisons ont été emportées ce jeudi matin, englouties par une terre gorgée d'eau après plusieurs jours de pluie diluvienne sur Abidjan. Anyama se situe dans la banlieue nord de la capitale économique. Cette zone de la ville est inondable et inconstructible, mais pour les habitants, le glissement de terrain aurait pu être évité. Il y avait un tunnel qui s'est bouché. Près de 3 à 4 ans, le tunnel est bouché. Donc l'eau de ruissellement qui quittait depuis là-haut, toutes ces eaux-là venaient se regrouper ici. Donc au fur et à mesure, la terre absorbait de l'eau. Donc comme la pluie d'hier était forte, donc ça a poussé la terre. Ce quartier de Fakala a poussé sans autorisation en contrebas de cette falaise, juste au pied de la voie de chemin de fer qui relie la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Environ 1000 personnes y vivent. Le bilan pourrait être très lourd. Ce que nous craignons, c'est le suraccident. La zone est très instable. Donc les populations qui sont à côté, il faut que les populations évacuent pour ne pas encore déplorer d'autres cas d'ensevelissement et d'autres cas de décès. Les constructions dans des zones inondables sont légion à Abidjan. Elles sont souvent habitées par des pauvres qui ne parviennent pas à se loger dignement dans cette métropole de 5 millions d'habitants. Et ce scénario, des pluies torrentielles suivies d'inondations dévastatrices, se répète quasiment chaque année. Et puis le Kenya a été élu face à Djibouti à l'Assemblée générale de l'ONU pour occuper un siège africain au Conseil de sécurité en 2021-2022 et ce, au lendemain d'un premier tour qui n'avait pas départagé les deux candidats. C'était l'un des hommes les plus puissants du sport mondial et pourtant à 87 ans, Lamine Diack se retrouve devant la justice pour corruption. 4 ans de prison ont été requis contre le patron de la Fédération internationale d'athlétisme. Retour sur ces 6 jours de procès avec Karine Barzegard et Clément Aline. Nous avons 10 jours là. J'aurai l'occasion de vous parler. Quelques jours de procès pour se défendre face à des chefs d'accusation lourds. Corruption, abus de confiance et blanchiment en bande organisée. Notre client est serein, déterminé, tranquille, prêt à répondre avec toute la sincérité qui est la sienne. L'histoire de Lamine Diack, c'est celle d'une chute brutale, d'un immense scandale de corruption sur fond de dopage russe. Fin 2015, le grand patron de l'IAF, la Fédération internationale d'athlétisme, est arrêté à Roissy, accusé par le parquet financier français d'avoir mis en place une véritable organisation criminelle pour retarder les sanctions d'athlètes russes soupçonnés de dopage et même leur garantir une protection totale en échange de pots de vin à hauteur de 3,5 millions d'euros. Sur le banc des accusés, Habib Cissé, son ancien avocat. Gabriel Dolé, médecin et ex-responsable du service antidopage de l'IAF. Et 3 absents. Valentin Balaknichev, ex-président de la Fédération russe et trésorier de l'IAF. Alexis Melnikov, ex-entraîneur national russe. Et le fils de Lamine Diack, Papa Massata Diack.
Puissant conseiller marketing de l'IAF à l'époque des faits, il est l'autre acteur clé de l'affaire. Absent du procès, l'homme se trouve au Sénégal sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Il a toujours démenti les accusations de malversation. À Paris, Lamine Diack se retrouve donc à la barre sans son fils. L'octogénaire assume le minimum. Il reconnaît avoir échelonné les procédures de sanction d'athlètes, un compromis selon lui pour sauver la santé financière de sa fédération et éviter un scandale qui aurait provoqué la perte de sponsors, dont la banque russe VTB. La ligne de défense de Lamine Diack est de dire que lui a toujours travaillé dans l'intérêt de l'association et que jamais il n'a demandé de contrepartie. Donc il n'y a pas de corruption, il n'y a pas d'abus de biens sociaux. Les accusations de pots de vin et de commissions touchées par lui ou par son fils, notamment pour financer la campagne électorale sénégalaise de 2012, se fondent sur 4 ans d'enquête, des centaines de documents, de courriels et de SMS, sans compter les auditions des prévenus. Le parquet national financier a évoqué une somme globale, une estimation de près de 30 millions d'euros de fonds dont aurait bénéficié le clan Diack dans le cadre de la gestion de l'I2AF, entre le père, le fils et puis les différents satellites très proches qui se sont activés autour de Lamine Diack dans cette affaire. Le parquet a requis 4 ans de prison et 500 000 euros d'amende contre Lamine Diack. 5 ans et la même amende contre son fils. Le jugement dans cette affaire sera rendu le 16 septembre prochain. Mais les noms de Lamine Diack et de son fils Papa Massata Diack apparaissent aussi dans un autre dossier de corruption actuellement en cours d'instruction, celui des attributions des Jeux Olympiques, notamment ceux de Rio et de Tokyo. Une nouvelle page de l'histoire burundaise s'ouvre. Évariste Ndayishimiye a prêté serment. Il succède ainsi à la tête de l'État au président Pierre Nkurunziza, décédé soudainement le 8 juin à l'âge de 55 ans. Après 15 années passées au pouvoir, officiellement mort d'un arrêt cardiaque, le nouveau président a promis de continuer sur la voie tracée par son prédécesseur. Au Mali, on a appris l'enlèvement de 2 sous-préfets à Diré, dans la région de Tombouctou. Face à cette insécurité permanente, la crise économique mais aussi politique, le ras-le-bol est toujours aussi présent. Le chef de file de la contestation en cours contre le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, l'imam Mahmoud Dicko, appelle à manifester contre le pouvoir vendredi, malgré les signes d'ouverture émis par le chef de l'État. On fait un point à présent sur la RDC, actualité très chargée en ce moment avec vous, Christophe Rigaud, bonsoir, directeur du site africarabia.com, spécialisé sur la RDC. On commence par le procès le plus retentissant de ces dernières années. Sur le banc des accusés, un allié du président Tshisekedi, Vital Kamerhe, un procès surtout marqué par un meurtre, celui du juge qui présidait les premières audiences, Raphaël Yanni. 2 autopsies contradictoires ont été réalisées après sa mort le 26 mai. Pour la famille du juge, la thèse selon laquelle il serait mort d'une hémorragie après avoir reçu un coup sur le crâne ne tient pas. Et donc évidemment beaucoup de confusion aujourd'hui, beaucoup de questions. Christophe Rigaud, à qui profite le crime, la mort du juge Yanni ? Alors ça, on le saura sûrement à la suite de l'enquête, puisqu'il y a une enquête qui a été ouverte pour meurtre. Mais c'est vrai que le problème dans cette affaire, c'est qu'il y a eu 3 versions officielles sur la mort du juge Yanni. On a d'abord parlé de crise cardiaque, puis ensuite il y a eu un premier rapport d'autopsie où on a trouvé des substances toxiques dans le corps du magistrat, et donc on a commencé à parler d'empoisonnement. Et puis là, on parle de coups sur la tête et d'hémorragie cérébrale. Donc c'est vrai qu'on n'y comprend plus rien, et vous l'avez dit, ce qui est important, c'est que la famille conteste cette thèse de l'agression, puisque depuis l'affaire Kamerhe, le juge Yanni avait un chauffeur, un garde du corps. Donc on se demande en fait qui, quand, comment a pu être agressé le juge Yanni. Donc c'est vrai que la famille demande une nouvelle autopsie indépendante pour qu'on en sache un petit peu plus. Mais la chose importante, c'est que maintenant on sait qu'il y a eu meurtre. Voilà. Et sur le plan politique à présent, est-ce que ce procès marque la fin de l'alliance entre Vital Kamerhe et le pouvoir ?
Certainement, oui, il y a des conséquences politiques très très fortes, puisque d'abord, Vital Kamerhe risque 20 ans de prison, il risque le fait de ne plus pouvoir se présenter, de ne plus avoir de droits civiques. Donc les conséquences politiques, c'est que peut-être que ça ferait un candidat de moins aux élections de 2023, un candidat de moins pour Félix Tshisekedi, qui avait conclu un accord avec Vital Kamerhe pour lui laisser la place en 2023, et puis un candidat de moins aussi du paysage politique tout qui à fait, profite oui, qui profite à Félix Tshisekedi, et aussi un petit peu au FCC, puisque eux aussi auront peut-être leur candidat. Par contre, c'est une perte pour Félix Tshisekedi, parce que c'est quand même un allié politique important. Il avait un poids très important à l'Est, notamment dans les Kivu. Et puis, il faut se méfier, c'est peut-être une arme à double tranchant pour Félix Tshisekedi, parce que on ne sait pas où va s'arrêter ce procès, et peut-être que des proches de Félix Tshisekedi pourraient être aussi visés par des plaintes. Donc un procès qui a affaibli Félix Tshisekedi de toute manière. Tout à fait, qui le fragilise, parce qu'il perd un allié, et il se met dans une situation de confrontation avec l'UNC, qui était son principal allié. Il faut rappeler que c'est un président très fragile, c'est un président minoritaire à l'Assemblée nationale, minoritaire au Sénat, et donc qui a des marges de manœuvre quasi nulles pour appliquer son programme. Le président Tshisekedi pointé du doigt, par ailleurs, par Amnesty International sur un autre dossier, les victimes de la répression politique sous Joseph Kabila entre 2015 et 2018. Elle a fait plus de 300 morts, des milliers de blessés et détenus arbitraires. Cette affaire non réglée, c'est la grosse déception de son début de mandat, Félix Tshisekedi. Oui, parce qu'il y a eu de belles promesses sur la lutte contre l'impunité, la lutte contre la justice, et on se rend compte, en fait, avec notamment la répression qui a eu lieu entre 2015 et 2018 pendant la crise préélectorale, qu'il y a eu des enquêtes, mais que en fait ces enquêtes n'ont donné lieu à aucune poursuite. Donc c'est vrai qu'il y a une grande déception des victimes. Maintenant, on voit clairement qu'il y a une ligne rouge que Félix Tshisekedi semble ne pas vouloir franchir, c'est-à-dire juger des affaires qui se sont passées sous Joseph Kabila. Voilà le problème de Félix. Il a promis de ne pas fouiller le passé. De ne pas fouiller le passé. Pour le moment, il ne le fait pas. L'affaire Kamerhe est une affaire qui a eu lieu pendant sa présidence. Et là, effectivement, il y a cette fameuse ligne rouge où on a l'impression que Félix Tshisekedi est prisonnier de son accord politique avec Joseph Kabila, et que donc, pour le moment, la lutte contre l'impunité, on l'attend toujours. Et pendant ce temps, le coronavirus est toujours là. La barre des 5000 cas a été franchie. Au total, 115 décès, 640 personnes guéries et des malades stigmatisés. On va voir le sujet de Simon Rodier, on revient vers vous. Voici un barrage anti-Covid à Kinshasa. Ici, comme partout dans le monde, chaque geste compte pour échapper au virus, même si les habitants disent souvent « Corona ezate », ce qui veut dire « il n'y a pas de Corona » en lingala. Et ce n'est pas vrai, bien sûr. Tembo a été touché. J'en suis une expérience vivante. La maladie existe. Et je demanderai aux gens qui ont encore des doutes de faire très attention, car je peux confirmer que j'ai souffert. Lui a l'habitude de croquer les incohérences de la vie quinoise. Celle du déni de la maladie en est une. Ce journaliste est tombé malade lui aussi, et les gens alentours dans le quartier ne lui ont pas vraiment pardonné. Il y a la stigmatisation. Quand on sait que c'est Covid, vous êtes stigmatisé. Mes enfants dans le quartier ont été surnommés Covid. On les appelait Corona. Donc quand un enfant sort pour un achat au coin, dans une boutique, dans le petit commerce, on appelle mes enfants Corona. Vous voyez, ça c'est un comportement qui pousse les gens à se cacher. Certains en Afrique parlent même de racisme médical. Dans les messages pour lutter contre le déni, quelques mots surgissent. Le coronavirus n'est pas une maladie de la honte. Et il y a quelques jours, le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, a démissionné de 2 postes clés dans la lutte contre le Covid-19. C'est le signe que cette crise a été mal gérée par les autorités.
C'est vrai qu'il y a eu un petit peu de confusion au début, surtout au niveau de la coordination en fait, pour la lutte contre le coronavirus. C'est vrai qu'il y avait d'un côté une task force de la présidence de la République, il y avait le ministère de la Santé d'un autre côté, il y avait le professeur Mouyambe qui dirige l'INRB, l'Institut de biologie. Donc au début, voilà, ça a un petit peu cafouillé. Le confinement de la Gombe, le quartier d'affaires aussi, a créé pas mal de polémiques. Mais on voit que l'épidémie semble relativement contenue. Je pense qu'il faut faire attention et ne pas crier victoire parce que la progression est quand même continue. Le nombre de cas par jour est relativement stable, une centaine. Et en fait, ils ne peuvent tester qu'environ 5 à 600 personnes par semaine. Donc je pense que les chiffres ne donnent pas du tout la réalité de la maladie en République démocratique du Congo. Donc je pense qu'il faut être positif. Mais la progression est lente, continue et surtout ne faiblit pas. Donc je pense qu'il faut rester quand même très très prudent sur la propagation du Covid au Congo. Il faut rester prudent en RDC comme ailleurs dans le monde. D'ailleurs, Christophe Rigaud, merci. Je rappelle que vous êtes directeur du site africarabia.com. Et on continue avec notre petit point quotidien sur la progression du coronavirus en Afrique, justement, des chiffres en constante hausse. Nous sommes à 7257 morts, près de 270 000 cas confirmés et plus de 124 000 guérisons. Et pour les malades les plus gravement atteints du coronavirus, la Grande-Bretagne va utiliser le dexaméthasone, un stéroïde qui réduirait d'un tiers la mortalité chez certains patients. Les responsables du vaste essai britannique Recovery ont rendu public des premiers résultats, mais gare aux effets secondaires. Mylène Girardot. C'est le nouvel espoir des médecins, la dexaméthasone. Ce stéroïde, aussi connu sous le nom de cortisone, serait efficace contre la Covid-19. Le médicament a été testé sur plus de 2000 patients comme Derrick dans le cadre de l'essai européen Recovery. Et selon les premiers résultats de l'université d'Oxford qui doivent encore être confirmés, il s'agit d'une découverte importante dans la lutte contre le virus. Croyez-moi, j'étais malade. Ça m'a peut-être sauvé la vie. En tout cas, ça semble avoir marché pour moi. La dexaméthasone réduirait d'un tiers la mortalité des patients sous respirateur, les cas les plus graves, et d'un cinquième chez les patients qui reçoivent de l'oxygène grâce à un masque. Aucun bénéfice, en revanche, n'est constaté pour les malades qui n'ont pas besoin d'assistance respiratoire. Pour une maladie grave chez une population largement âgée, obtenir ces résultats avec un médicament peu coûteux et largement disponible est très surprenant. Si nous avions su cela il y a 4 ou 5 mois, nous aurions probablement sauvé des dizaines de milliers de vies. C'est l'autre bonne nouvelle, ce médicament ancien est disponible partout et ne coûte que 7 € par patient. Cet anti-inflammatoire puissant est déjà utilisé dans de nombreuses indications et notamment contre le SRAS, un autre coronavirus. Attention toutefois aux effets secondaires, il peut provoquer des infections ou le diabète. S'il ne s'agit pas d'un remède miracle, la découverte de l'université d'Oxford a été saluée par l'OMS qui va adapter ses directives pour un bon usage du médicament. La France célèbre les 80 ans de l'appel du 18 juin 1940 avec la traditionnelle cérémonie au mémorial du Mont-Valérien près de Paris, lieu d'exécution de résistants et d'otages pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais pour beaucoup de Français, les premiers mois de la France libre sont associés à l'exil du général de Gaulle à Londres. Pourtant, durant cette période, Slimane Zeguidour, bonjour, la vraie capitale de la France n'était pas Londres, ni même quelque part en Europe, mais elle était en Afrique, dans l'Empire colonial. Expliquez-nous. Mais oui, d'ailleurs, dans la foulée de son discours à Londres, il avait déclaré, je cite, « La France n'est pas seule, elle a derrière elle son empire ». Et l'empire, en termes de superficie, c'était 22 fois la superficie de l'Hexagone, et il était 2 fois plus peuplé que la France continentale. Donc, c'est cette périphérie de l'empire qui allait être le tremplin d'où allait partir la libération de la France et l'arrivée de De Gaulle à Paris. Qu'est-ce qui se passe? En 40, donc en juin 40, il lance son appel. En octobre, il est à Brazzaville. Et là, il crée le Conseil de défense de l'Empire, car il s'agit non seulement de protéger la France continentale, mais aussi l'Empire.
Et c'est à Brazzaville qu'on publie le premier journal officiel, le premier numéro du journal officiel de la France libre. Après quoi ? Brazzaville, capitale de la France libre. Capitale de la France libre, déjà à ce moment-là. En même temps, entre-temps, le gouverneur du Tchad, le Guyanais Félix Eboué, avait été le premier, en tant que gouverneur d'un territoire colonial, à se rallier au général de Gaulle, ce qui lui vaudra une condamnation à mort par contumace par le régime de Vichy. Donc, à partir de là, la France libre a une assise territoriale. Jusqu'ici, de Gaulle était hébergé à Londres, sans plus. Là, il a une assise territoriale. Et à partir du Tchad, qui fait la jonction avec le Congo, mais aussi avec la Libye, la division Leclerc allait avoir un corridor qui allait l'amener jusqu'en Méditerranée. Entre-temps, il y a une autre partie de l'Empire, c'est-à-dire l'Algérie, mais qui, elle, n'était pas une colonie, mais un morceau, un département, un triple département de la France. Et là, De Gaulle arrive, malgré l'opposition des Américains, on ne leur rappellera jamais assez, les Américains voyaient d'un très mauvais œil De Gaulle, comme d'ailleurs les Anglais, eh bien, il réussit à faciliter le débarquement des troupes américaines en 1942, mais surtout, à partir d'août 1943, il s'installe à Alger. Villa des Oliviers, une villa mauresque, et jusqu'en août 1944, une année entière, Alger et la Villa des Oliviers va être le centre du réacteur de la France libre en marche. Où résidait le général de Gaulle, et qui était le siège du pouvoir national. Absolument, cette Villa des Oliviers. Et d'ailleurs, à l'indépendance, l'Élysée avait émis le souhait que la France conservât cette Villa des Oliviers. Et elle sert aujourd'hui de résidence à l'ambassadeur de France à Alger. Et c'est là qu'il reçoit pour la fête nationale du 14 juillet. Alors, quel rôle les troupes coloniales ont-elles joué dans la libération de la France ? Alors, les troupes coloniales, bien que les soldats n'étaient pas encore citoyens français, évidemment, c'était pour les élites africaines, les élites maghrébines, cette guerre était une promesse d'affranchissement, d'émancipation générale. Et donc, ils ont vu dans la libération de la France leur propre libération à l'intérieur de la libération. Et donc, les notables, les imams, les curés, tout le monde a joué le jeu pour mobiliser les sociétés de l'Empire, alors que les élites administratives étaient sinon légitimistes, sinon parfois carrément pétainistes. Et c'est comme ça que le mouvement du sud, de la périphérie vers la France, s'est déroulé à travers le débarquement en Provence et la libération de la Corse, de Marseille, et ainsi de suite, jusqu'à la libération totale. Et dossier complet à retrouver sur notre site internet tv5monde.com. Slimane Zeguidour, merci pour votre éclairage, éditorialiste TV5 Monde. Ils ont parcouru la planète entière avec leur deuxième album en poche. Le groupe congolais Jupiter and Okwes, une tournée de plus de 180 dates, brusquement interrompue au Mexique par la pandémie de Covid-19. En attendant leur retour à Kinshasa, ils se sont posés en France, bloqués mais pas figés. Ils ont sorti un nouveau titre, Nako Zonga, qui veut dire justement le retour en Lingala. Pascal Achard les a rencontrés pour nous. Une terrasse et un bout de jardin en guise de scène. Le groupe Jupiter and Okwes nous accueille dans son QG temporaire près de Paris avec un nouveau titre. Nako Zonga, ça a plusieurs sens de définition selon la personne, selon la conception, selon la philosophie. Mais on peut dire que je rentre chez moi. Et étant donné que je fais le tour du monde, je rentre chez moi parce que chez moi, on est mieux. Chez lui à Kinshasa, après une longue tournée brutalement interrompue par la pandémie de coronavirus. La première chose, c'est d'aller me recueillir auprès de la tombe de mon père. Et se réunir avec ma famille, avec les Congolais, les Quinois. J'aime bien être à Kinshasa. Kinshasa, ça bouillonne. Kinshasa, terrible.
le groupe est resté bloqué en France pendant le confinement, escale obligée pour pouvoir de nouveau bouger. On devait être près de Paris pour renouveler nos titres de séjour passeport talent pour le groupe, et donc ce qui nous permet de voyager dans tout l'espace Schengen. On attend notre prochain rendez-vous pour renouveler notre liberté de voyager en tant qu'artistes internationaux. Il est temps pour moi de rencontrer mes ancêtres. Dans les valises, ce morceau écrit en route, inspiré d'un titre du groupe disco Bonnet que Jupiter écoutait dans sa jeunesse. Nouveau projet avant de retrouver son terrain de jeu favori. C'est toujours la scène qui nous manque. Vibrer, donner la vibration, la scène c'est l'endroit l'idéal où tout le monde se retrouve, où il n'y a pas l'âge, il n'y a pas de race, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de nationalité, il n'y a que l'esprit. Nakozonga. L'esprit, allié à la puissante énergie d'un groupe qui envoûte son public à coups de son rock, pop ou funk, mêlé à des rythmes traditionnels congolais. Un univers qui s'élargit avec la sortie du 3e album en début d'année prochaine. Bye bye, auf Wiedersehen, tschüss, au revoir. Hola! Adios. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de votre fidélité. Demain, retrouvez Dominique Nubakala à cette même place. Excellente suite de programme à vous tous et à lundi.